Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode des podcasts Malik 2. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre le leader à l'honneur et de réaliser une émission spéciale à JOCR avec deux thématiques. D'abord, l'aspect sportif pour évoquer la belle saison de la JA qui est plus que jamais en bonne position pour retrouver l'élite. Ensuite, nous découvrirons les coulisses du métier de journaliste sportif spécialisé dans la couverture de l'actualité d'un club professionnel. Mais sans plus tarder, je vous présente la composition de l'équipe du jour pour m'accompagner. Pour représenter la team Malik 2, j'accueille Julien Parisio. Salut Julien. Salut Dorian, 3 titularisations alors en trois podcasts, là ça y est, j'enchaîne, je me sens chaud. Oui, le rock au milieu de terrain. On rappelle que tu es plutôt suiveur de Dijon d'habitude, donc tu es très bien placé pour faire une spéciale à JOCR, évidemment. Exactement, mais bon, on va faire, on va bien accueillir nos amis, nos voisins bourguignons, voilà, qui le méritent pour cette belle saison en Ligue 2. Non, blague à part, évidemment, Julien suit toute l'actualité d'Auxerre sur Malik 2, donc ne vous en faites pas. Il est très objectif envers la JA et qui réalise une superbe saison, donc on aura beaucoup de bonnes choses à dire, je n'en doute pas. Pour représenter les supporters de la JA, j'accueille sans plus tarder Fred Chambaud, un fidèle de la Baie des Champs, également présent sur le réseau social X, qui donne son avis souvent sur les matchs de la JOCR et l'actualité du club en général. Salut Fred, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de t'avoir. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Et puis enfin, pour compléter cette équipe de choc, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Fillon, journaliste pour France Bleu Auxerre et qui aura donc la gentillesse d'être avec nous tout au long de ce troisième épisode. Salut Nico, comment ça va ? Salut, ça va et vous, merci beaucoup de l'invitation. Petite pensée à Julien parce que c'est vrai qu'en ce moment le DFCO sont pas à la fête et on comprend pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à la JOCR. Il y a un peu plus de choses à dire en ce moment. Voilà. Effectivement. Voilà, le petit tacle directement entre Auxerrois et Dijonais. C'est viril mais correct. Hein. Ouais, c'est sur le ballon, ça joue. Pas de carton sur cette première intervention. D'ailleurs, Dijon, ça donne quoi en National 1, Julien, là, pour le moment ? Ça va pas remonter. Hein. Ah non, pas du tout. Là, on ziote un peu vers le bas. Ça fait un mois qu'on n'a pas gagné, donc voilà, on essaie de se stabiliser un petit peu avant toute chose. Bon, allez, on souhaite le meilleur à Dijon, mais on retourne à ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui dans cet épisode, l'AJ Auxerre. On démarre avec la première thématique, donc on va axer sur vraiment le sportif, ce qui marche bien cette saison chez le leader. Messieurs, j'ai envie de vous entendre. On est 2 jours après la victoire contre les Stags dans le derby, qui est encore un moment marquant dans la saison de la JA, un pas supplémentaire vers la Ligue 1. Que retenez-vous de cette victoire contre Troyes à la Baie des Champs lundi ? Je vais donner la parole d'abord à Fred, honneur aux supporters. Comment tu as vécu ce match et comment tu as vécu tout simplement cette rencontre ? Ça a été compliqué parce que depuis le début de la saison, les blocs bas, on y arrive pas. On a du mal à les contourner, donc c'est quelque chose. C'est pas un défaut de notre équipe, hein, c'est dans notre jeu, c'est pas dans. Il n'est pas fait pour ça, quoi. On aime bien les équipes joueuses, donc après voilà, on a eu 2 coups du sort en notre faveur, donc on va pas les bouder. Hein. La main alliée pour le penalty, puis la bourde du gardien à Lemdar. C'est cadeau, quoi. C'est du rarement vu à ce niveau, ouais, faire la passe à. Oui, c'est clair, ouais. Et je pense qu'il aurait voulu la faire, il n'y serait pas arrivé aussi bien, mais voilà. Donc non, ouais, c'était surtout dans le faut gagner parce qu'on a besoin de ces points pour rester devant et s'assurer une fin de saison un peu plus tranquille, quoi. Nico, même question, toi qui commente les rencontres, qui a commenté cette rencontre, ton regard sur cette victoire dans le derby ? Elle fait du bien cette victoire et je rejoins un peu ce qu'a dit Fred par rapport au bloc bas. Alors pour le coup, c'est vrai que sur les derniers matchs, on se rend compte qu'on y arrive peut-être un petit peu plus, mais ça n'a pas été évident de pouvoir décanter cette rencontre. Il a fallu 2 coups du sort, comme l'appelle Fred, mais faut aussi dire que ce genre de réussite, ça se provoque et la JA, elle a eu au moins le mérite de continuer à y croire. Alors, on pouvait trouver qu'en première période, c'était peut-être un petit peu ronronnant parce que on essayait un petit peu de contourner cet autobus troyen dans la surface
surface parce que franchement, les mots du coach de Troyes annonçaient un petit peu la couleur. Hein. Il avait dit qu'un point, ça serait formidable et 3 points, ça serait exceptionnel. Je sais plus si c'est les termes exacts, mais en tout cas, on l'a bien vu au niveau de la physionomie de cette rencontre et de l'organisation troyenne. Ils étaient venus clairement pour garer l'autobus et ça n'a pas été évident pour l'AJA de pouvoir s'insérer dans les petites failles, le peu de failles que pouvait laisser cette équipe troyenne parce que très souvent, on s'est heurté à un bloc très regroupé, très compact. On a essayé de passer sur les côtés, peut-être des fois un petit peu trop. Ça manquait un peu de variété, sachant qu'on a une tendance qui se dégage cette saison et surtout depuis les dernières semaines, c'est qu'on centre énormément du côté de la GIA sans que souvent ça trouve preneur ou alors qu'on puisse avoir de la présence dans la surface de réparation parce que voilà, on n'avait pas Florian Hayé aligné dès le coup d'envoi. Je ne vais pas dire que c'est un aimant à ballon, mais dans le domaine aérien, il arrive à mobiliser peut-être un petit peu plus de joueurs que des Lacine Sinaeko ou Ado Onaïou sur ce qu'on a vu dernièrement. Et du coup, voilà, on s'est dit en première période, on s'est posé la question de se demander comment est-ce qu'on allait pouvoir un peu percer ce coffre-fort troyen, sachant qu'il n'y avait eu qu'un tir cadré en première période côté Auxerrois. Au final, il y en a eu 0 tir cadré côté troyen, ce qui montre bien la domination troyenne. Donc, elle a le mérite d'y croire et cette équipe de l'AGIA et mine de rien, elle est sérieuse, appliquée, moins flamboyante. C'est ce qu'a dit Christophe Pélissier après la rencontre, que voilà, on s'extasiait à raison en première partie de saison sur le côté flamboyant, on marque beaucoup de buts, etc. C'est un peu foufou en première partie de saison de cette équipe de la GIA. Là, depuis quelques matchs, depuis 2, on peut le dire, on le voit très clairement, on possède pas non plus beaucoup d'occasions, peut-être hormis contre Ajaccio où là on a eu un Donovan Léon des grands soirs, mais on arrive quand même à avoir une équipe un peu plus solide, moins flamboyante, peut-être aussi du fait qu'on a des adversaires qui lisent mieux le jeu de la GIA et qu'on a aussi des meneurs comme sont Gaëtan Perrin et Gauthier Hein qui sont peut-être un peu moins inspirés physiquement et footballistiquement parlant. Voilà, il y a un adversaire aussi qui est là pour poser des problèmes à la GIA, qui en pose de plus en plus, mais elle a le mérite d'y croire et de continuer sur ses principes, et c'est une victoire très importante en tout cas. Ouais, et on rappelle que les Stacks en première période a même un peu les meilleures situations. Alors il n'y a pas de tir cadré, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 belles situations. J'enchaîne avec la deuxième question. On est dans ce money time. Cette victoire était très importante comptablement, Julien, pour la GIA qui garde 7 longueurs d'avance maintenant sur la 3e place. Est-ce que tu t'attendais à voir Auxerre rejouer la montée directement après la relégation de Ligue 1? En début de saison, oui, je voyais déjà Auxerre en haut. Après, peut-être pas aussi haut, parce qu'on voit tous les clubs qui ont besoin d'un temps d'adaptation en redescendant. Voilà, il faut s'habituer à un autre style de jeu en Ligue 2. Avec voilà, c'est souvent les joueurs ils disent que c'est moins ouvert forcément quand il y a des équipes qui sont en général plus fortes que toi tous les week-ends en Ligue 1. Bah voilà, il y a peut-être un peu plus d'espace aussi pour jouer les contres. Là, c'est peut-être un petit peu moins le cas en Ligue 2, surtout quand tu as le statut d'Auxerre comme un favori. Voilà. Mais je m'attendais surtout à voir d'autres clubs assumer leur statut. Saint-Etienne dès le début de la saison, Bordeaux bien plus haut. Voilà, donc peut-être pas, je voyais pas forcément Saint-Etienne, je voyais encore moins Angers par exemple, tu vois, aussi haut, aussi longtemps. Donc tu vois, c'est qu'une demi-surprise de retrouver Auxerre à la première place à ce stade-là. C'est peut-être l'avance qu'elle a sur ses concurrents, la GIA, que j'imaginais peut-être pas aussi conséquente à ce stade-ci de la saison. Je vous pose la même question. Fred, je commence par toi. Tu t'attendais, toi, après la relégation l'année passée, à revoir le club tout de suite jouer comme ça la première place en Ligue 2? Non, pas du tout en fait. Moi, je pensais plus à une saison, on va dire les fameuses saisons de transition. Il fallait, on perdait quand même beaucoup de joueurs importants qu'on avait eu au mercato d'hiver, et du coup, il fallait construire parce qu'on partait sur quasi les mêmes bases. Mais une relégation comme ça, elle fait mal, surtout qu'on y a cru jusqu'au bout. Donc celle-ci, elle a vraiment fait mal. Et non, en plus le début de saison, on marque un grand coup à Valenciennes, mais
quand on voit la saison de Valenciennes, ça, du coup, ça a un peu moins de valeur sur la longueur. Après, on est descendu jusqu'à la 9e place dans le championnat, donc non, pas si haut. Au fur et à mesure des matchs, par contre, si on a commencé à prendre de la confiance et à se dire, ouais, il y avait peut-être un coup à jouer. Et là, franchement, on attend qu'une chose, c'est de finir en beauté, de finir avec le titre, quoi. Ouais, forcément, là, les ambitions ont été revues à la hausse. Ce serait une énorme Ah bah oui. déception là, de même pas finir dans le top 2, en fait. Là, c'est carrément Ah, l'objectif. Faut éviter les barrages. ouais, en fait, on devient gourmand au fur et à mesure. Le top 2, c'est bien, parce qu'on va monter direct, on le veut, enfin monter directement. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir ce titre, parce que voilà, ça serait pas une récompense de la saison enfin si une récompense d'une très bonne saison aussi. Voilà. On a le droit d'être récompensé aussi en faisant l'ascenseur de cette façon. Nicolas, même question. Toi, alors, je sais pas si tu as fait le grand chelem. Est-ce que tu as commenté toutes les équipes sur les matchs allés? Est-ce que tu as vu quasiment tous les adversaires de la GIA cette saison, je pense, entre l'aller et le retour? Il y a beaucoup d'observateurs, de journalistes qui disent que la JOCR, c'est logique qu'elle soit première parce que c'est peut-être l'équipe la plus complète ou qui propose le meilleur jeu. Toi qui as vu à peu près tous les adversaires au moins une fois, est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que tu as été surpris de voir la JOCR, même chose, rejouer directement la première place comme ça? Alors pour répondre à la seconde question d'abord, je ne sais pas si je peux dire que j'ai été surpris. Ce que je savais, c'est que c'était une très bonne nouvelle déjà d'avoir pu garder Christophe Pélissier parce que sur ce qu'il nous avait montré sur la seconde partie de saison en Ligue 1, avec le recrutement, avec une majorité de prêts certes, mais avec le recrutement qui avait été effectué, on avait vu, je ne vais pas dire les prémices du jeu qui allait être déployé en Ligue 2, puisque c'est totalement différent, mais on avait vu que c'était un coach qui savait mettre un cadre, qui savait très bien s'adapter à l'effectif qu'il avait sous la main, un effectif qu'il n'avait pas choisi, puisqu'il est arrivé en octobre, dans mes souvenirs, en remplacement de Jean-Marc Furlan la saison dernière. Donc le fait de pouvoir le conserver, ça a été déjà une première pierre à l'édifice de cette saison-là. Et on savait aussi que les dirigeants auxerrois, tout le staff, avaient peut-être retenu les leçons de la saison dernière, où on est monté en Ligue 1 et où le recrutement n'avait pas offert les satisfactions qui étaient attendues. Et j'étais impatient, j'avais pas de préjugés avant de commencer la saison, mais déjà de savoir qu'on avait gardé une partie de l'effectif, une partie de l'ossature qui était montée en saison 2021-2022, c'était plutôt rassurant. Il y avait une part de moi qui, je vais pas dire était inquiète, mais qui s'interrogeait aussi de savoir comment est-ce qu'on allait faire sans des joueurs comme Birama Touré, comme Mathias Autrette, et puis ensuite Gaëtan Charbonnier. Ça, c'était peut-être les mini-inquiétudes que je pouvais avoir. Et très vite, au fur et à mesure de la saison, même si au début, il y a eu des résultats, je ne vais pas dire qu'ils étaient en dents de scie, mais on se souvient bien qu'il y a eu la défaite contre Dunkerque qui était dernier à cette époque. On perd contre Amiens, me semble-t-il, à domicile très très vite au début de la saison. Il y a ce match nul à Grenoble, contre Grenoble, là encore à domicile, où on voit que cette équipe, elle produit du jeu énormément, mais elle n'était pas forcément payée de ses efforts. Le match de Dunkerque, on est le témoin absolu, je crois. Il y avait 24 tirs, aucun but marqué, 3 barres transversales, etc. Et au fur et à mesure, cette équipe, elle a montré qu'elle déployait du jeu. Et franchement, voilà, moi je peux le dire, bon, depuis que je suis la GIA, depuis que je suis arrivé en juin 2020, je me régale parce que j'ai toujours eu des saisons à rebondissement, même la première où la GIA termine 6e de Ligue 2 et donc n'accède pas au play-off. Franchement, on s'est régalé. Et là, on s'est régalé. Je ne vais pas dire du début à la fin, mais en grande majorité, si elle en est là aujourd'hui, cette équipe de la GIA, c'est parce que c'est mérité, parce que l'équipe, que ce soit du président à l'entraîneur, tout le monde a bien travaillé. On a un groupe qui est resserré avec 16-18 joueurs qui sont dans la rotation
pas plus et qui se donnent tous corps et âme. C'est vrai que voilà, je sais pas pourquoi j'y pense, mais je pense à un commentaire d'un tweetos qui suit particulièrement bien le club avec des bonnes remarques, un certain Max qui réagissait à une photo d'Assiane Dioufé et qui mettait en exergue le fait que à l'époque, le numéro 3 dans la hiérarchie des milieux de terrain, sans lui faire offense, c'était Ali Ndom qui était souvent blessé, jouait pas énormément, etc. Et donc là, on voit que franchement, en termes de qualité, l'effectif est quand même assez intéressant et au final, c'est quand même mérité d'avoir cette première place de la JOCR qui l'a pas volée. Et puis au niveau des adversaires qu'elle a pu rencontrer, c'était la première question, il me semble. Je suis désolé, je fais très long, hein, je suis quelqu'un de la radio, j'aime beaucoup parler de foot, c'est le format qui est là pour ça. Voilà. C'est pas comme si je faisais de la radio tout le temps, toute la semaine et que j'avais une belle exposition pour pouvoir papoter, mais ça fait toujours plaisir en plus et je vous remercie encore une fois de m'inviter à ce podcast. Et donc, pour ce qui est des adversaires, hormis Saint-Etienne au match retour, parce qu'au match aller, on leur a quand même mis une petite trempe, un certain 5-2, si ma mémoire est bonne. À part cette équipe-là et peut-être Laval, sur la première période au match aller qui m'avait quand même pas mal impressionné et qui a été assez bousculante, je vois pas d'autres équipes qui ont tenu la comparaison sur la longueur. Mais après, il faut quand même dire qu'on a quand même un des championnats en Ligue 2, et je parle de toutes les deuxièmes divisions confondues, qui est parmi les plus relevés, avec des formations qui certes même si elles peuvent même mettre le bus ou quoi, elles ont quand même du répondant. Il y a des staffs techniques qui s'adaptent de plus en plus. Voilà, c'est un championnat qui reste assez physique aussi. Et pour citer qu'un exemple, Quevilly-Rouen au match aller, ils étaient assez moribonds. Ils menaient quand même 2-0 à la pause pour l'une des premières périodes les plus difficiles aussi de cette équipe de la JOCR, qui a fini par l'emporter 3-2. Et on va rencontrer Quevilly-Rouen là ce samedi, c'est le prochain match de la GIA. Ce qui est bien, c'est que ça permet à cette équipe de la GIA de rester sur ses gardes constamment. Et aucun match n'est facile, et ça, Christophe Pellissier le répète très souvent, et ce qui donne en fait cette équipe de la GIA qui est toujours en alerte et qui, j'en suis sûr, va faire le boulot jusqu'à la fin, en tout cas à moins de gros pépins physiques, de grosses blessures, etc. Mais on a vu que même en cas d'absence de cadre, Gauthier Hein à Ajaccio ou Joubal contre 3, et au final, la GIA l'emporte et de manière sérieuse. Voilà, elle ne néglige pas ce championnat. Elle reste concentrée jusqu'au bout et c'est la constance qui fait un champion, la réussite, le jeu, et la GIA combine tout ça depuis le début de la saison. Moi, j'avais parlé avec Dorian un peu de ça, mais ce qui m'avait particulièrement impressionné, c'est la façon dont Auxerre avait su dominer à l'aller comme au retour Angers, alors que c'était l'autre meilleure équipe de Ligue 2 à l'époque. Ils étaient toujours en supériorité numérique quasiment depuis la première mi-temps. Je veux dire, c'est ça particulièrement qui m'avait frappé. Il y a aussi eu la longue série d'invincibilité qu'on a vue entre l'automne et l'hiver. Est-ce que vous deux, je redonne la parole à Fred parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, mais est-ce que Fred, t'as été inquiet toi quand Auxerre est tombé contre Saint-Étienne comme ça, qui était en plus dans une super spirale et l'est encore aujourd'hui? Alors non, pas inquiet parce qu'on n'a pas produit notre jeu. Alors très embêté par Saint-Étienne d'ailleurs, faut pas leur retirer. Ils ont vraiment développé un super jeu. D'ailleurs, dans une interview que vous avez relayée, Owuzu qui dit que c'était un rouleau compresseur, c'était à peu près ça. Il y avait un gros défi physique. On n'a pas été bon. Après, on a quand même quelques erreurs d'arbitrage qui peuvent changer le match, mais bon, voilà. Et je pense que même sans l'arbitrage, on n'aurait pas relevé le défi. On a regardé Saint-Étienne jouer, je pense, assez longtemps. Pour moi, c'est mon avis. Donc, mais sinon, non, pas eu peur particulièrement. C'est juste un concurrent qu'on voyait revenir
remonter avec une belle, ils ont une belle série là en plus. Ils sont premiers, je crois, sur la phase, sur l'année, là, le début d'année. Donc voilà. Donc non, c'est pas inquiet. Après, fallait pas non plus qu'ils se rapprochent de trop. Donc de suivre la même dynamique qu'eux en fait, et quand ça nous rassure parce que quand on regarde sur les 10 derniers matchs, en fait, ils nous ont repris que 3 points. Exactement. J'enchaîne, Julien. Moi, j'ai encore une question pour Fred. Moi, ce qui m'a marqué très positivement aussi, c'est les tribunes, justement. C'est la ferveur du stade Abbé Deschamps. Après la relégation, on pouvait imaginer peut-être que voilà, il faudrait digérer ça, qu'il y aurait peut-être un peu moins de monde en Ligue 2. Or, on reste sur exactement la même dynamique qu'il y a 2 ans, la saison de la montée, où il y a du monde. Franchement, l'ambiance, elle est magnifique. On l'a encore vu contre les Stacks, malgré que le match était un lundi soir. Enfin, franchement, ça, c'est hyper positif et c'est quelque chose qui semble aujourd'hui ancré à Auxerre d'avoir retrouvé cette belle ferveur au stade aussi pour pousser l'équipe. Alors oui, mais comme le souligne Nico aussi, c'est parce qu'on a gardé aussi, on a gardé Pélissier, on a gardé tous nos cadres de la montée d'il y a 2 ans qui ont un affect particulier dans le cœur des Auxerrois. Et voilà. Et puis on a pu intéresser toute une nouvelle génération aussi de supporters, parce que quoi qu'il en soit, ça s'est rajeuni dans le stade. Il suffit d'y aller pour le voir. Donc voilà. Et puis les résultats, ça aide. Hein. Quand on voit 3 qui tournent mal, on voit bien que dans leur stade, ça suit pas non plus. Hein. Donc et c'est vrai que alors, Furlan a eu plein de défauts avec nous, mais il a ramené l'ambiance dans le stade, il a ramené le public dans le stade. La montée nous a confirmé ça, et en fait, la descente, on est resté sur cette dynamique-là parce qu'on a gardé tout le monde, en fait, quasiment tout le monde. Et et d'ailleurs, ça paye la preuve, puisque du coup, on est premier. Et voilà, on continue d'avoir ces ambiances-là, et c'est super parce que c'est dans le stade, tout le monde kiffe, quoi. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Nico, je crois tout à l'heure, du président, voilà, aux joueurs, aux supporters. Enfin, on a vraiment l'impression que l'harmonie, elle est partout, elle est partout présente au sein de ce club-là, et on voit quelques polémiques dans d'autres clubs, enfin, ou quelques histoires extrasportives. On a l'impression qu'à Auxerre, ça fait un petit moment que là, voilà, c'est sur les rails en fait, que le projet est sur les rails et que ça tourne, et qu'il n'y a pas grand chose qui vient là pour le moment inquiéter ce projet-là, quoi. C'est de l'extérieur, en tout cas, nous on ressent vraiment ça. Oui, exactement. Voilà, du président en passant à l'entraîneur, en passant par la direction sportive avec David Ventier. Voilà, ça travaille en sous-marin, ça fait pas trop de bruit. D'ailleurs, nous, quand on veut gratter des infos, c'est pas forcément toujours évident parce que il y a un secret qui est toujours bien gardé, mais on va dire que ça, c'est aussi l'ADN de ce club-là. On essaie de pas faire trop de vagues parce que quand on en fait, on se souvient l'année de la descente, les années qui ont suivi, les différents présidents qui se succèdent, etc. Voilà, c'est jamais bon quand il y a une polémique à la GIA. Souvent, les résultats sportifs sont pas toujours probants quand ça se passe, mais là, pour le coup, il y a une vraie unité, on le sent. Le club a beaucoup appris de cette montée en redescente immédiate, parce que, il faut le dire, hein, les 10 années en Ligue 2, elles ont marqué le club, elles ont marqué aussi les supporters, mine de rien. Et donc, il a fallu, je vais pas dire réapprendre le professionnalisme de la Ligue 1, mais il a fallu se réadapter à pas mal de choses, pas mal de normes dans toutes ces entrailles du club. Et le club a beaucoup appris de ça. Et au final, on voit que ça marche, mais il a fallu tomber pour pouvoir remonter sur le vélo, entre guillemets. Et je pense aussi que la figure d'un
entraîneur comme Christophe Pélissier joue beaucoup là-dedans aussi pour l'unité au sein du club. Je ne vais pas dire que c'est un homme de peu de mots, parce que quand il a des messages à te faire passer, il les fait passer en conf de presse. Il va toujours défendre ses joueurs, sauf quand il sent que il y a des efforts qui ne sont pas faits en termes de course défensive, qu'en termes d'implication, on n'y est pas. Voilà, c'est vraiment la figure de proue, j'ai envie de dire, de ce projet-là. Et les dirigeants et le président exécutif Baptiste Malherbe l'a souvent mis en avant. Voilà, on fait confiance à Christophe Pélissier parce qu'on sait que c'est lui qui peut nous mener à la remontée. On avait confiance en lui pour voilà, prendre les rênes du club en termes d'entraîneur après Jean-Marc Furlan, et c'est pas un hasard finalement. Et sa figure là marque un petit peu ce sérieux, ce renouveau du côté de la JOCR. Et au final, c'est tout à fait logique qu'on ait une équipe qui caracole en tête du championnat avec tous les éléments que je viens de développer. Et puis, il y a plein d'autres choses à côté de ça. Il y a le musée Oui. qui est arrivé au sein de la GIA, qui fédère les supporters, les anciens comme les nouveaux. Il y a le stade aussi qui va bientôt, on l'espère, s'agrandir. En tout cas, le projet est sur les rails. Donc, le club grandit et toutes les composantes prennent part justement à cette émergence, que ce soit l'équipe professionnelle ou voilà, le centre de formation, etc. Voilà, on a les U19. Il me semble, voilà, à moins que ce soit les U17, j'ai une petite perte de mémoire, mais qui sont champions de leur division nationale, là, avec Jérémy Spander qui fait un super boulot. Voilà, donc tous les voyants semblent au vert en ce moment. J'ai une dernière question sur le sportif du coup pour Fred, et puis on va libérer Fred. Attention, c'est une question qui est vraiment pas évidente. Petite question piège, mais piège sympa. Le joueur à ressortir cette saison. Il peut y en avoir beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont démarqués de belle manière. Mais pour toi, s'il fallait ressortir un joueur là de la saison un peu symbole, selon toi, tu mettrais qui en avant? Je pense que je mettrais Jubal. Parce que ouais, il est fédérateur, il tient vraiment son rôle de capitaine. Il est tout, on sent la hargne, l'envie de gagner en lui aussi. Il harangue. Enfin voilà quoi. Marc. Là, les images après 3 sont parlantes. Hein. Il est dans le vestiaire. Il félicite tout le monde. Il a un mot pour tout le monde. Donc ouais, non, je pense que ouais, je mettrais notre capitaine. Ouais. Alors, Jubal si je devais prendre un joueur, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est toute la difficulté de la question. C'est un seul joueur. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on a comme aime à le rappeler, pardon, notre coach, c'est un collectif. Voilà. Donc, c'est difficile de ressortir du monde. Mais Jubal pour Fred, Julien, pour toi, un seul joueur, c'est lequel qui te marque le plus à la GIA, toi? Ouais, c'est difficile aussi d'en retirer un. Je pense que quand même ce que fait Gaëtan Perrin m'impressionne quand même suffisamment pour le mettre en avant. Voilà, je trouve qu'il a la régularité. Je trouve même peut-être qu'on le voudrait encore plus régulier. On veut qu'il nous éclabousse encore plus de son talent, encore plus régulièrement. Mais forcément, un joueur, ça a des hauts et des bas. Mais je trouve quand même qu'il a une certaine constance qui fait de lui un leader technique tout simplement. Il pourrait avoir encore plus de passes décisives, encore plus d'implication sur des buts. Mais malgré tout, je trouve que voilà, c'est un joueur qui arrive à maturité au bon moment vraiment. Et en fait, il est aussi bon dans les très grands matchs, comme il l'avait montré en play-off les années précédentes. Voilà, enfin il y a 2 ans. Non, moi j'ai été agréablement surpris effectivement par sa constante cette saison, alors que son compère, tu vois par exemple Gauthier Hein, qui a vraiment flambé en début de saison. Il y a des moments où il a passé il y a eu quelques traversées du désert, ce qui arrive à tout le monde. Et franchement, quand on est aussi talentueux que Gauthier Hein, voilà, c'est pas non plus un si gros souci, surtout qu'il était toujours intéressant et important dans le jeu. Voilà, c'est pour ça que je mets un petit peu Perrin légèrement une courte tête devant pour moi.
Et Nico, si tu nous entends encore, parce que je ne te vois plus, mais tu Oui, je mettrais vous qui? entends. Ok. Super. Et toi, tu mettrais qui? Attendez, bougez pas. Je me remettais juste le téléphone à charger. Bon, c'est pas très podcastable cette histoire-là. Alors, pour reprendre le nom évoqué par Fred, ouais, moi je dirais Joubal. Pour tout ce qu'a dit Fred, parce que c'est un joueur qui est exemplaire, qui est humble, pas un mot de trop, c'est le capitaine en plus. Il fédère aussi les supporters avec les images. Je crois que c'était après Angers, et puis il y a eu après Caen aussi, mais je crois que c'était après Angers où c'est lui qui marque le penalty, où il vient fêter ça avec les Ultras Auxerre. Voilà, on a cette chanson Auxerre, c'est le Brésil, ça lui convient tout à fait. Il est impliqué dans le club. Il est amoureux du club, de la ville. Voilà, son petit garçon est né ici, il se sent bien. Voilà, on n'a pas envie qu'il parte tout simplement, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de détacher un seul joueur parce que, comme le dit Christophe Pélissier, et ça a été rappelé, voilà, c'est la qualité d'un groupe, comme il dit, avec son accent En chantant. limitation. Ouais, voilà, ouais. Il y a un Gauthier Hein qu'on pourrait citer pour la première partie de saison où il a été franchement exceptionnel. On a un Donovan Léon qui, sur les derniers matchs, voilà, nous offre des victoires ou alors des matchs nuls. On a un Floyer qui s'est beaucoup battu, qui a eu voilà, une petite période de disette, mais qui a toujours cru et qui, lui, se défonce pour ses coéquipiers dans ce rôle d'attaquant pivot où et il y a beaucoup d'ingratitude à ce poste. En fait, c'est très difficile. Voilà, il y a les joueurs qui sortent du banc comme les Hassan Dioufé qui ont été aussi exemplaires. Voilà, c'est un collectif, mais s'il fallait en prendre qu'un, bon bah on prend le capitaine qui représente un peu toute l'équipe. Effectivement, Jubal qui est resté après la descente en Ligue 1, c'est vrai que c'est un défenseur maintenant qui a fait ses preuves en Ligue 2 et qui est redoutable et qui finira sans doute pas très loin, voire même dans l'équipe type, sans doute en fin de saison. On imagine qu'il sera vraiment pas très loin. Un grand merci, on va libérer Fred, donc un grand merci Fred d'avoir été avec nous pour parler voilà du bilan sportif de la JOCR, d'avoir un peu regard d'un supporter, c'était hyper intéressant, donc merci beaucoup. Et puis, on souhaite voilà, aux supporters de la GIA une très belle fin de saison en apothéose. Merci à vous. On va croiser les doigts pour que ça se termine bien. On a encore 7 matchs à jouer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci Fred. Évidemment, vous Fred. pouvez le retrouver, je le disais en début d'émission, sur les réseaux sociaux, sur X notamment, l'ancien Twitter. Voilà, si vous voulez échanger, si vous êtes supporter de la GIA, que vous voulez échanger avec Fred, n'hésitez pas. Fred Chambaud, merci beaucoup. On continue, Nicolas, tous les trois avec Julien, et on va entamer un autre thème dans ce podcast. Plus lié à ton métier, du coup, journaliste sportif, tu suis donc l'actualité de la GIA au plus près et on avait envie de mettre en avant un peu les coulisses de ton métier. On sait que beaucoup de fans de football nous écoutent, peut-être des jeunes qui hésitent encore un peu et qui peuvent se dire tiens ça m'intéresse d'aller dans cette voie-là et voilà, on avait envie de mettre en avant cette facette du football dont on parle finalement. On est nous-mêmes un média, mais on suit pas un club au plus près comme toi tu peux le faire au quotidien. Donc avec Julien, on a quelques questions à te poser. On te remercie déjà de te prêter au jeu. C'est pas toujours évident de parler de soi et d'être de l'autre côté de la barrière finalement dans l'interview. Ma première question, elle est très simple. Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais depuis combien de temps du coup tu suis la GIA pour France Bleu Auxerre? Alors moi, je suis la GIA pour France Bleu Auxerre depuis juin 2020. C'est à cette époque-là où j'ai été titularisé à Radio France parce que pour rentrer à Radio France, il y a plusieurs étapes. Au début, vous commencez comme pigiste, donc c'est-à-dire journaliste freelance. Vous êtes payé à la journée. Une rédaction vous appelle. Vous êtes peut-être affilié à une rédaction en particulier ou alors vous êtes pigiste volant, ce qui est mon cas. Une rédaction de France Bleu ou France Info, France Inter, France Culture vous appelle. Ils ont besoin de vous
pour une journée, voilà, ponctuellement, c'était le mot que je cherchais. Et vous traitez de différents sujets. Alors moi, j'ai commencé en presse écrite en 2013 dans un journal qui s'appelait La République de Seine-et-Marne, d'abord en CDD et puis en CDI. Donc un hebdomadaire départemental basé à Melun, parce que moi je suis de Seine-et-Marne à la base, donc plutôt francilien. J'ai vécu quasiment tout le temps, tout le temps en Île-de-France, et donc je faisais moi des articles sur l'actualité locale. Donc j'étais basé sur un secteur en particulier, Nemours, dans le sud Seine-et-Marne, et je traitais de l'actualité générale. Ça pouvait être des faits de société, des faits divers, de la politique et du sport. Et très vite, je me suis intéressé à ça, puisque le journalisme, ça m'a toujours botté, et qui plus est, voilà, pouvoir commenter à la radio. La radio, c'est tout de suite le média qui m'a attiré, même si j'ai plutôt une formation, on va dire, de presse écrite à la base. Et pendant que j'étais à mon journal, j'ai commencé à faire des piges pour Radio France. France Inter. Au début, ma première pige, c'était un reportage tennis pour l'émission Intersport qui était le dimanche soir. Voilà, pour vous dire que j'ai pas commencé tout de suite par du foot, quoi. Il fallait que je fasse un sujet sur deux joueurs de tennis, l'un qui a été tunisien et l'autre israélien, qui jouaient dans le même club en Île-de-France, mais qui s'étaient rencontrés dans un tournoi ATP 250, je crois. Et le joueur tunisien avait eu sa fédération qui l'avait empêché de jouer contre l'Israélien en raison du conflit entre la Palestine et Israël. Et ces deux-là, coéquipiers, amis dans la vie, coéquipiers dans leur club, se retrouvaient pour la première fois. Donc j'ai dû aller là-bas pour faire un petit reportage là-dessus. Et après, donc ça, c'était fin 2013. Et c'est que vers mars 2014 que j'ai commenté mon premier match de foot pour France Info. C'était un PSG Saint-Étienne. Ah oui, ça va, t'es vite monté quand même au niveau Ligue 1, quoi. C'était pas mal, quoi. J'ai eu, voilà, mais après, tout ça, c'est le fruit du réseau qu'on se fait, on se fait connaître, on explique qu'on est apte à commenter tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai eu de la chance, mon premier match de Ligue 1, c'était celui-ci que j'ai commenté, mais sinon j'avais commenté d'autres matchs, mais pour une petite radio du Nord que tu connais bien, mon cher Dorian, Delta FM, voilà, les radios locales. Ouais, c'était un Villemomble Dunkerque, quoi. Je crois que j'avais commenté en national au téléphone. Donc en direct, et avec une vue qui n'est pas celle que j'ai, que j'occupe actuellement quand je commente les matchs à la Baie des Champs. Donc au téléphone, un petit peu galère. Je connaissais la moitié des joueurs. Enfin, voilà, et puis, on vous file une feuille de match et puis vous n'avez pas tous les sites internet avec les compositions d'équipe bien définies sur un petit tableur et tout. Là, et il faut y aller, quoi. Il faut se jeter dans le bain, il ne faut pas avoir peur des hésitations, etc. Et c'est à partir de l'été 2014 où forcément les ponts, les 15 août, etc. Là, il y a Radio France qui m'appelle et qui me demande si je suis prêt à faire une espèce de petit marathon. Moi, c'était rien à l'époque, mais à faire je crois que c'était un camp Lille au Mans, parce que à l'époque il y avait les Jeux épiques et donc ça se passait à la MM Arena. Je crois où je commenterai peut-être plus jamais, à moins que le Mans sorte des enfers. On leur souhaite en tout cas. Et le lendemain, je devais faire un Rennes-Évian. Je crois que c'était Rennes-Évian-Thonon-Gaillard, où Rennes l'emporte 5 ou 6-2. Et c'est là où Pascal Duprat nous dit que les fessés, il aime bien ça, mais plutôt dans les clubs, quoi. Légendaire. Ça date un peu.
Ça va faire 10 ans bientôt, hein. Ouais. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ouais, c'est Et clair. donc de fil en aiguille, bah voilà, on dit oui. Alors il fallait que je m'adapte à mon emploi du temps parce que bah, moi je travaillais à l'époque à mon journal du mercredi au dimanche parce que on bouclait le dimanche et il y avait des pages sport aussi à remplir. Et parfois je faisais des doubles journées ou des doubles semaines parce que je voulais à tout prix faire partie du monde de la radio. J'acceptais des piges, aller commenter des matchs au Parc des Princes ou à Reims, ou alors faire du rugby. J'ai même une fois où j'ai accepté de commenter des championnats du monde de volley en Pologne, alors que j'avais des pages encore à boucler. Et je me souviens que je commentais les matchs parce que c'était un moment où l'équipe de France était arrivée en demi-finale. Et là, tous les journalistes sportifs étaient assez étonnés de les voir aussi haut. Et donc, il fallait à tout prix envoyer quelqu'un. Il n'y avait personne parmi les titulaires qui était dispo. Donc, Radio France m'appelle. Bah, tiens, toi, est-ce que ça te dirait presque du jour au lendemain? J'ai dit oui, en me disant c'est une opportunité à pas rater. Et en même temps, bah, j'avais mon ordinateur où je bouclais mes articles sur voilà, l'exposition de poterie du coin qui voilà, avait amené pas mal de monde en Seine-et-Marne. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Mais Puis, c'est super intéressant de voir tout le cheminement avant d'arriver auprès d'un club ouais, comme Auxerre où tu es aujourd'hui, quoi. Ça peut montrer la voie, voilà, à certains qui se posent la question, et effectivement, bah, faut charbonner, quoi. Franchement, ouais. c'est intéressant. Faut charbonner. Et moi, en plus, à l'époque, enfin, à l'époque, là, je fais très très vieux parce que c'était il y a 10 ans, mais ça a tellement évolué. Et c'était déjà concurrentiel de mon temps en termes bah, de jeunes journalistes sur le marché. Fallait se battre pour obtenir des piges, mais il y avait quand même du taf, quoi. Alors, je dis pas que j'en vivais à l'époque simplement de mes piges, mais c'était un moment où bah, France Inter et surtout France Info avaient encore un multiplex avec voilà, les matchs du samedi soir, à l'époque où le multiplex c'était le samedi soir, parce que le fait que ça passe un dimanche, ça a fait beaucoup de mal à la radio notamment. Je parle à la radio dans son ensemble. Et puis, bah, au fur et à mesure, les radios, les médias en général ont de moins en moins de moyens, donc font de moins en moins appel aux pigistes. Et il y a de plus en plus aussi de jeunes qui veulent se mettre sur le marché, qui se disent que c'est possible pour le journalisme sportif. Voilà, de toute façon, il faut y croire, il faut se battre. Ça, c'est des conseils que j'ai toujours voulu appliquer et que notre maître de master, je ne sais pas comment ça, si ça se dit comme ça, mais c'était Christophe Paco à l'époque, un grand monsieur de la radio, époque RTL, RMC, évidemment. surtout RTL, voilà, qui Ouais. animait On refait le match, le Tour de France, etc. Voilà, il nous disait, voilà, dans ce métier, il faut plusieurs aspects pour obtenir ce qu'on veut. Il faut un peu de talent, mais même quand vous en avez pas, bah, ça se travaille en fait pour être mûr, mature. Parce que moi, la radio, là, on a l'impression que ça roule pour moi, mais au début, quand j'ai commencé, j'hésitais de ouf. J'avais un stress, le trac que je peux toujours avoir quand je vais faire des journaux, par exemple, quand je Ouais. vais faire des journaux d'information, il y a peut-être un peu le complexe de l'imposteur, de se dire ouais, mais moi, je suis plutôt fait pour commenter du sport, je suis peut-être pas trop légitime. Se retrouver dans un stade avec pas mal de monde, mais au final, je vais dire, on se Dans noie un une peu dans bulle. la masse et on est un Ouais. petit peu seul, tandis que là, quand on est dans un studio avec un journal à faire, c'est autre chose. Là, il y a le silence, on entend que vous avez 7-8 minutes pour raconter l'actualité avec des mots bien ciselés, vous êtes relu 15 fois et il y a toujours le stress, en tout cas la peur de mal faire. Donc, c'est autre chose, quoi. Mais donc, il avait dit, pour en revenir à Christophe Paco, il faut un peu de talent. Donc, ça se travaille. Il faut également de la chance parce qu'il faut tomber sur les bons interlocuteurs, même si la chance, ça se provoque. Elle n'arrive jamais par hasard. La réussite, c'est comme dans le foot, mine de rien. Donc, il faut un peu de chance, il faut cultiver son réseau et puis il faut du travail. Il faut du travail. Alors maintenant, il ne faut pas non plus dire oui à n'importe quoi.
Parce que moi, je pouvais dire oui à n'importe quoi. On m'appelle du jour au lendemain, je dis oui alors que j'avais un autre truc sur le feu par rapport au double emploi que j'avais entre guillemets. Des fois, on peut dire oui à n'importe quoi. Il faut faire attention au niveau des horaires, etc. Parce que on peut vite entre guillemets se faire exploiter si on dit oui à tout. Mais il faut être un acharné de travail et montrer à vos interlocuteurs et vos futurs employeurs peut-être que vous êtes toujours dispo. Alors, il faut aussi faire attention à sa vie privée pour pas que Bien ça sûr. empiète trop, mais montrer que vous êtes dispo, que vous êtes de bonne volonté, force de proposition et qu'on peut compter sur vous. Et c'est ce qui a joué en ma faveur parce que au final, au début, j'avais pas trop de réseau forcément. J'ai fait un stage avant d'être embauché. Donc dans mon journal, j'ai fait un stage à Radio France au service des sports. Ça a duré une semaine parce que les stages là-bas, ça durait qu'une semaine. Ils Ah étaient oui, assez ouais. intransigeants là-dessus. J'ai pu rester une deuxième semaine. Bon, parce que j'ai eu un peu de chance, parce qu'il y avait une grève des producteurs à l'époque et donc l'antenne, les sujets que je faisais, c'était des sujets à blanc puisqu'ils ne passaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'antenne. Et aussi parce que j'ai pu montrer aux journalistes qui étaient présents et que je remercierai jamais assez, que j'étais de bonne volonté, que je m'intéressais à ce qu'ils faisaient, que je proposais des choses, que j'étais de bonne composition. Et au final, ce sont ces journalistes-là qui ont pu convaincre Jacques Vendroux, qui était le chef des sports à l'époque, que le petit jeune, là, il en veut, écoute, donne-lui une semaine de plus, parce que là, le pauvre, il a pas fait grand-chose là durant cette semaine de grève. Et ce qui a fait que j'ai pu m'exercer une semaine de plus et puis terminer par des directs à l'Open GDF Suez, qui était un Ah tournoi oui. de tennis. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça à l'époque, C'est mais voilà. c'est Bercy en fait. Alors maintenant, peut-être que oui, c'est à Bercy, mais avant, c'était pas la Halle Carpentier, c'était Ça un me autre parle en truc tout qui est cas. pas trop loin du port, qui est pas trop loin du Parc des Princes. J'ai oublié le nom. Bref, un gymnase, voilà, où j'ai pu m'éclater pendant 2-3 jours. Et du coup, ça, je vous parle de ça, on était en janvier-février 2013. Et c'est que en novembre que France Inter m'appelle, Fabrice Abgral, donc la voix du tennis sur Radio France, qui me dit bon écoute, moi je présente Intersport, est-ce que tu veux aller dans le 9-5, je crois que c'était dans le 95, là faire les interclubs pour raconter cette histoire-là. Ok, donc là on est en novembre 2013 et c'est que en mars 2014 qu'on me rappelle pour faire PSG Saint-Etienne et après Ouais, donc août 2014 pour faire les deux matchs là, Caen-Lille et Rennes-Évian. Et après, là, ça s'est enchaîné. Et puis, vous croisez des collègues sur le terrain, des Bruno Salomon, par exemple, au Parc des Princes, que je remercierai jamais assez aussi. Vous le croisez quand vous commentez les matchs, mais vous le croisez aussi quand vous allez voir les matchs pour votre petit plaisir personnel, parce que avec la carte de presse, on pouvait s'accréditer à des matchs. Moi, je me rendais à pas mal de matchs vu que j'habitais en Seine-et-Marne et puis après j'habitais à Paris un petit peu. Et donc, vous les croisez, même quand vous bossez pas, vous leur dites que vous pouvez leur filer un coup de main, vous apportez votre matos aussi quand même pour éventuellement, et puis vous allez enregistrer des confs pour les collègues, parce que faut se faire voir quoi finalement. ouais, faut se faire voir, faut montrer qu'on est de bonne volonté, de bonne composition. Et puis au final, un jour, Bruno Salomon, il m'appelle et il me dit tiens, j'ai un collègue d'une radio locale bordelaise, ARL, qui a besoin de pigistes pour un match de Bordeaux à Dijon, un match de l'UBB en rugby au Racing 92. Est-ce que tu es dispo? Ouais, je suis dispo. Et puis au fur et à mesure, vous avez votre carnet d'adresses qui se remplit et c'est comme ça que vous avez des piges régulières et qu'on vous fait confiance, que vous exercez, que vous pouvez donner de votre personne, que vous montrez que vous êtes disponible. Et puis au final, de fil en aiguille, voilà, les gens ne vous oublient pas si vous faites le taf. Et pourquoi Auxerre? C'est parti d'un truc tout bête. Un jour, j'ai commenté un Auxerre Dijon, le derby en Ligue 2. Et je crois que c'était en 2015, début d'année, triplé de Julien Vial, il me semble, C'est la belle. 3-0. Ouais. C'est celle-ci.
Celle-ci, voilà. Tu t'en souviens, je pense, Julien? Très bien, malheureusement. Tu t'en souviens bien. Et c'était ma première expérience en tant que commentateur à la Baie des Champs. Et là, je croise Bruno Blanza. Et je lui dis, Bruno, on était en 2015, je crois bien. Et je lui dis, bah écoute, si tu as besoin, si tu as des vacances à prendre ou quoi, moi je suis là. C'est comme ça qu'il faut se montrer. Il faut dire qu'on est dispo, qu'on en veut et que on est là, quoi. Parce que un journaliste sportif, des fois, ça a besoin de repos. J'en sais quelque chose. Et donc il me dit, ok, il l'a noté, il le note. Et on est à l'automne 2017, donc quand même 2 ans et demi après. Ouais. Le rédacteur en chef de France Bleu Auxerre qui m'appelle, qui me dit: Dis-moi, tu commentes toujours? Oui, oui, je commente. Ouais, parce que Bruno m'avait parlé de toi à l'époque. Et est-ce que tu pourrais le remplacer? Là, il va faire la diagonale des fous. Et il a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Bah, ok, vas-y, ça marche. Et c'est marrant parce que le premier match que j'ai commenté, donc c'était un Agia Quevilly-Rouen. Il me semble, ouais, que c'était le premier match. Et puis après, j'en ai commenté un autre à Lens. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la boucle pour remplacer Bruno et être son remplaçant Son joker. numéro 1. Voilà, son joker lorsqu'il y avait des besoins sur les matchs. Et puis après, j'ai fait un peu d'infogéné parce que pour rentrer à Radio France, il ne faut pas faire que du sport. Si vous voulez être journaliste sportif, il faut être bon aussi en infogéné, savoir présenter des informations, des journaux d'information, savoir faire des reportages. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, 1er janvier 2018, par là où je décide de démissionner de mon job en presse écrite pour me lancer dans la radio. Et grâce à tous les contacts que j'avais accumulés, j'ai pu être pigiste volant, donc c'est-à-dire voguer à travers les différentes rédactions de France Bleu ou de Radio France, France Inter, France Info, à Bayonne, à Strasbourg, à Reims, à Dijon, à Auxerre, et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait mon C'est comme, petit c'est tour comme la de carrière France. d'un footballeur qui change, qui doit changer des Exactement, fois de club, voilà, qui est prêté, par exemple, voilà, à droite à c'est gauche ça. au cours d'une carrière. On peut faire le parallèle finalement. Exactement, c'est ça. Et donc, voilà, il faut s'accrocher. Vous passez ensuite le concours du planning qui vous demande de faire du reportage, un journal, un papier. Voilà, pour ceux qui savent pas, un papier en radio, c'est 40-50 secondes avec la voix du journaliste qui va détailler un thème très précis, un angle, comme on dit, où il faut tenir l'angle de A à Z pour que vous ne perdiez pas l'auditeur et pour que ça soit intéressant, vous apportez des infos. Vous faites un reportage, donc un journal, et puis après, vous êtes évalué et vous êtes pris ou pas donc dans ce fameux planning où vous enchaînez les CDD comme ce que je faisais en tant que pigiste, mais là, vous êtes en CDD, donc vous avez je ne vais pas dire une sécurité de l'emploi, mais vous avez un pied et 4 orteils déjà un petit peu dans la boîte avant de passer des entretiens pour des jobs en CDI, ce qui a été mon cas pour Auxerre. J'avais passé l'entretien à Rennes et également à Auxerre. Et donc, j'ai été pris à Auxerre en juin 2020. Et depuis, me voilà, donc journaliste sportif à France Bleu Auxerre. Bon, je pensais pas que tu allais autant détailler, mais au moins on a vraiment tout le parcours de A à Z ça, vous savez tout. et c'est super intéressant de voir que voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu te régales depuis 2020 donc à suivre la GIA. Ça ressemble à, alors je sais pas s'il y a des semaines types, mais du coup ça ressemble à quoi une semaine quand on suit un club pro comme ça? Tu vas souvent aux entraînements, tu vas aux confs de presse forcément, aux matchs évidemment, mais voilà, pour ceux qui savent pas du tout comment ça se passe, est-ce que tu as une semaine type, hein, entre guillemets? Alors, oui, j'ai une semaine type, mais ça peut changer suivant les besoins de la rédaction parce que, contrairement à d'autres collègues, je ne suis pas affilié à un service des sports. Voilà, je suis journaliste sportif, mais je suis avant tout journaliste polyvalent. Donc, je fais un petit peu de tout. On va dire que 70-80% de ma semaine est dévolue à la GIA, parfois plus. En Ligue 1, c'était un petit peu plus. Et on va dire que oui, j'ai une semaine qui ressemble à ce qu'on pourrait dire une semaine type, où il y a les émissions le lundi et le vendredi.
Il y a les matchs le samedi ou le lundi. Il y a la conf qui est souvent le jeudi quand les matchs sont le samedi, donc à J-2, mais ça peut être fluctuant. Parfois, la conf est le vendredi, ou alors même quand le match est le samedi, quand il y a des échéances plutôt rapprochées. Parfois, elle est le samedi, la conf quand le match est le lundi. Donc, ça bouscule un petit peu mon agenda, mon emploi du temps. Et la rédaction a aussi des besoins en termes d'actualité, d'infos générales. Et on va dire que j'ai 1 ou 2 jours dans ma semaine où je vais faire de l'actu gêné. Ça va être sur les faits divers, ça va être sur d'autres sujets sport, parce qu'il y a la JOCR, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en année olympique, et donc on a aussi des Iconais qui sont susceptibles de disputer les JO, donc il faut aller les rencontrer, il faut faire des sujets un petit peu autour du sport également, donc voilà, j'ai 2 jours de repos dans la semaine, des fois qui sont collés, des fois pas, ça dépend. J'ai du temps, mais pas toujours pour aller aux entraînements, soit pour aller voir les supporters et donc faire des petites réactions, soit juste pour aller voir Prendre un peu la si tel ou température. tel joueur, ouais, ou prendre la température, voir si tel joueur qui était incertain s'est entraîné, etc. C'est pas toujours évident parce que on a aussi une rédaction et des journaux à faire tourner, des matinales C'est sûr, ouais. à remplir. Donc voilà, il y a des moments où c'est un peu plus chill, on va dire, où je peux aller à plus d'entraînement que ça, et d'autres où c'est un petit peu plus compliqué, sachant que ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des aficionados de la GIA qui vont à tous les entraînements et qui sont des sources fiables. On va dire que nos premières sources, sans trahir le secret des sources qui est hyper important dans notre métier, ce sont les supporters, parce qu'on a des vrais passionnés sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis les sources sont multiples aussi. Donc voilà, s'il y en a un qui vous dit que tel joueur s'est pas entraîné à telle date, il suffit d'aller voir les collègues d'à côté, les autres supporters qui vont vous confirmer. Donc là, vous dites, c'est plutôt tangible. Voilà, je vais pouvoir poser telle question à l'entraîneur qui va confirmer ou non en conférence de presse, et puis voilà quoi. Donc on s'appuie aussi là-dessus pour avoir le suivi du club. Et puis même quand on est en repos, quand on est passionné, il m'arrive de temps en temps de faire un petit saut à la baie des Champs pour voir qui s'entraîne, qui ne s'entraîne pas. Et c'est là aussi où on a de la chance, mine de rien, dans ce monde du football où tout est de plus en plus cloisonné, et où on a de moins en moins l'occasion de voir les acteurs principaux de ce jeu-là. C'est que, mine de rien, les entraînements sont ouverts au public, hormis celui de veille de match qui est à huis clos, mais tous les entraînements, hormis ça, à la GIA, sont ouverts au public, et ça, c'est assez appréciable, et on peut s'estimer heureux, chanceux, parce que dans pas mal de clubs, la plupart, on pourrait dire, même en Ligue 2, beaucoup d'entraînements sont à huis clos, Ah oui. quoi. Et là, à la GIA, c'est quand même appréciable. C'est même très fréquent qu'en Ligue 2, les clubs ils communiquent uniquement sur les entraînements qui sont ouverts au public, et c'est une fois tous les mois ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est un gros plus pour la GIA. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux supporters qui sont tes premières sources, mais j'ai 2 questions à ce sujet-là. Déjà, est-ce que forcément, quand tu suis le club, tu as envie qu'il fasse bien, mais est-ce que tu t'es rapidement considéré comme supporter? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères même comme supporter de la GIA? Est-ce que tu as le droit seulement de le faire en tant que journaliste qui doit être forcément neutre et impartial? Mais voilà, avec France Bleu, vous couvrez les territoires, donc il y a forcément un petit biais, forcément, c'est obligé. Oui, forcément, on est, on va dire, radio et médias supporters, si on peut dire, dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui nous empêche pas de faire le boulot quand il y a une actualité qui peut voilà, ne pas forcément plaire à tout le monde dans l'environnement et même parmi les supporters. Moi, j'estime que c'est aussi le métier du journaliste
d'accompagner le club quand ça va, mais aussi quand ça va mal. Et c'est aussi notre crédibilité qui est en jeu, hein, dans ces cas-là. Si jamais on doit taire une information que d'autres confrères vont sortir, là, on va être pointé du doigt dans notre rôle aussi, hein. Moi, j'attache énormément d'importance à ça. Mais oui, je rejoins aussi ce que tu dis, Julien. Voilà, on est le reflet de nos territoires, on accompagne les locomotives du département. La JA en est une de sacrées locomotives. Et donc, quand on commente, on se met à la place des supporters, même si j'essaye d'être alors neutre, c'est impossible dans notre fonction, on va dire. Pour moi, je crois non pas un journalisme objectif, mais un journalisme engagé, hein, que ce soit en termes de infogéné ou de sport, journalisme d'impact, voilà, qui fait bouger les choses aussi. Et quand je commente, je m'implique corps et âme, quoi. J'en suis témoin, j'ai déjà entendu les cris, enfin pas les cris, mais les envolées lyriques plutôt de Nico sur les buts de la GIA. C'était assez Je sympa. suis On a déjà eu obligé. l'occasion de commenter à deux d'ailleurs. Bah oui, et c'était assez sympa à faire, je crois, du côté de Valenciennes et de Dunkerque. Ouais. Ça reste de très bons souvenirs. Et je suis obligé de m'enflammer pour la GIA. Bon, déjà, pour le jeu produit, et parce que ça me procure des émotions et parce que j'ai envie que les auditeurs vibrent avec moi. Alors, je peux le dire, je suis devenu un supporter de la GIA très, très vite. Alors, voilà, j'ai un club de cœur pour ma part depuis tout petit, mais la GIA, c'est l'endroit où j'ai vu mon premier match de foot, et j'ai vu un match de foot en tribune assez tardivement parce que j'avais pas forcément des parents qui étaient très très sport ou qui m'emmenaient au stade. J'ai pas eu trop l'occasion d'y aller par moi-même, et le premier match que j'ai vu, c'était un Auxerre Lyon, après avoir disputé une petite compétition de jeux vidéo juste à côté, parce que j'étais un fan de PES et j'avais un club en Seine-et-Marne que je suivais, pour lequel je jouais un petit peu sans en être un membre à part entière. Mais c'est le premier match que j'ai vu. Ouais, c'était un Auxerre PSG ou Auxerre Lyon, je ne sais pas. Et j'ai tout de suite été attiré par ce club familial, par cette équipe, par cette ambiance surtout, par le fait que c'était un stade qui était un peu dans son jus déjà à l'époque. Et je vous parle de ça, on était milieu des années 2000, quelque chose comme ça. Forcément, j'ai été marqué par la GIA de Djibril Cissé, de Giroud, Mexès, de cette génération dorée. Ça, c'est vraiment ma génération pour le coup, avec le beau maillot Kappa, moulé, PlayStation, qui donnait un air de top modèle à ces joueurs-là. Voilà, comment être classe. En plus, j'aimais beaucoup l'Italie à l'époque, qui avait aussi ce maillot Kappa là. Et donc, ça faisait une certaine résonance. Et puis, voilà, Djibril Cissé, ses coups de canon, sa coupe peroxydée, Philippe Mexès, Olivier Capot avec ses petites mercuriales qui étaient grises, métal, qui étaient très jolies. Voilà, Andy Faye, Kalilou Fadiga, tous ces joueurs-là, voilà, Jean-Alain Boumsong. Enfin, ouais, ça m'a marqué. Donc, forcément, je suis supporter du club. Parce que les gens qui nous écoutent sont avant tout des supporters et comprendraient pas qu'on soit un petit peu, passez-moi l'expression, mais pisse-froid, qu'on s'enflamme pas. Et puis moi, voilà, j'ai plusieurs modèles de journalistes sportifs radio où on s'enflamme. Alors, il y a les Jeannot Rességuier, il y a les Bruno Salomon, il y a les Philippe Sansfourche, qui est un de mes profs aussi à l'ESJ Paris. Voilà, moi j'aime quand. Et puis il y avait aussi d'autres journalistes dans d'autres sports qui étaient phénoménaux. Et moi j'aime ce débit mitraillette où on va très vite, où voilà, il faut qu'on fasse vivre le match à fond, il faut s'enflammer sur les buts.
Et donc, moi, j'ai été aussi bercé par les commentaires des Brésiliens, des Uruguayens, des Argentins, où on crie goal pendant hyper longtemps, on s'égosille et où on reste calme, on va dire, quand on est dans la moitié de terrain. Mais dès qu'on s'approche de la surface de réparation, là, hop, on commence à monter en température. Et moi, c'est comme ça que je vibrais quand j'écoutais ma radio avec mon petit poste en haut de ma petite colline quand j'habitais dans une maison avec un jardin pour pouvoir capter. C'est comme ça que j'écoutais la radio avec la mini-chaîne. Voilà, il fallait qu'on vibre. Et c'est comme ça que je conçois le commentaire, quoi. Et puis, il y a un commentateur que j'aime beaucoup aussi, qui, lui, je pense qu'en radio, il aurait fait un malheur, c'est Grégoire Margoton, qui est un Bien de mes sûr. modèles au niveau de la diction. Si vous écoutez un peu, je sais pas si je vais emprunter quelques petites choses, mais voilà, quand il décrit une reprise de volée, voilà, quand il monte très très vite, ouais, c'est un de mes modèles, quoi. Et donc, c'est pour ça que je donne tout, mais comme dans la vie de tous les jours, ouais, quand je fais du foot, j'y vais à fond, je suis un chien fou. Quand je fais du handball, c'est pareil. Et quand je commente, voilà, il faut que je donne tout. C'est comme une espèce de performance sportive. Je vais pas dire que je perds que je perds des kilos, parce qu'il faut pas non plus abuser, mais il faut qu'à la fin, je sois rincé et que j'ai tout donné. Et ce qui est top, c'est que depuis que je suis la JA, c'est que des matchs où je me suis éclaté, j'en compte même plus. Parce Ouais, que t'es arrivé à la je bonne me suis période, hein. éclaté. T'es arrivé à la période où le club commençait à monter vers la Ligue 1 et parce qu'avant ça, il y a eu, on se souvient des quelques années très difficiles en Ligue 2, mais c'est vrai que 2020, avec Jean-Marc Furlan, ça commençait à être sur la bonne pente, quoi. Même s'il n'y a pas eu la montée tout de suite, on sentait les pierres, voilà, qui menaient vers la Ligue 1. Déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, Nicolas, c'est Oui. vraiment passionnant. Mais j'ai juste une toute dernière question avant de rendre l'antenne, même si c'est un podcast. Ça Petite fait très années référence 90. à la radio. Un bon cognac. Mais non, juste est-ce que voilà au cours de alors on va plus centrer sur l'époque AJOCR, mais est-ce que tu as une ou deux anecdotes marquantes, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, peut-être quand depuis que tu suis OCR, à un moment marrant ou au contraire à un moment où une difficulté à laquelle tu as été confronté, est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu suis à la GIA, ou alors si pas depuis que tu suis à la GIA, au cours de ton parcours? Des anecdotes marrantes, là comme ça. Au dépourvu. Ouais, non, là, un des premiers trucs qui me revient, c'était quand j'étais en Pologne et que je commentais les championnats du monde de volley. J'avais tout un tas de fils pour pouvoir me connecter avec mon appareil qu'on appelle un Agra pour faire la retransmission sportive. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait trébuché un peu sur le fil et ça avait complètement mis hors d'état comment ça s'appelle, mon Agra, et j'avais quand même réussi à rester à l'antenne, mais je m'étais gamellé en même temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je garde de bons souvenirs d'un Jean-Marc Furlan, par exemple, qui était très prolixe en conférence de presse et même après, c'était toujours un spectacle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'ailleurs, Garde en souvenir. Ouais. c'est marrant que tu parles de Jean-Marc Furlan, mais ça t'a fait quoi, toi, quand il est parti dans ces circonstances-là d'Auxerre? Voilà, on sait qu'on voit aussi d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, il fait pas du tout l'unanimité. Il y a beaucoup de, voilà, ça a polarisé vachement les gens en fait cette sortie un peu de piste, voilà, de Jean-Marc Furlan avec, on se rappelle, les doigts d'honneur, voilà, qui ont été clairement. par toutes les images. Toi, comment tu as vécu cette période-là qui est un petit peu voilà, un peu le château de cartes qui s'est effondré? Ouais, c'était une période où la GIA, alors, était pas encore relégable, mais où ça allait pas forcément très très fort. Moi, je me souviens que j'ai complètement halluciné sur le direct
quand j'ai vu les gestes et après quand je les ai revus au ralenti pendant que je commentais, où là, je sais pas si on peut retrouver ça, mais je dis que c'est intolérable, je m'insurge, je dis que c'est inadmissible de voir ça. Et après la conférence de presse un petit peu lunaire où il s'excuse pas, où il est complètement un peu détaché, mais déjà un peu ailleurs. Où ensuite il y a eu un communiqué du club et tout. Ouais, c'était une période pas forcément simple à suivre et ouais, il a un peu explosé en plein vol. Mais déjà, on se souvient que lorsqu'il y avait eu la soirée de la montée, il avait déjà été assez énigmatique sur la suite de son contrat, etc., s'il allait continuer ou pas. Ça avait déjà donné un petit peu le ton de la saison qui allait se passer. Et puis après, les bisbilles, en tout cas les désaccords qu'il a pu avoir avec la cellule recrutement, même si lui, il a été à l'origine de quelques recrutements qu'il a décriés ensuite. Donc ouais, c'était pas forcément évident. Alors Jean-Marc Furlan, ça reste quand même un personnage qu'il était agréable de côtoyer, même si vers la fin, ouais, on sentait que les conférences de presse tournaient un petit peu en rond et que, mine de rien, la pression qu'il a pu se mettre aussi par rapport à la réussite ou non en Ligue 1, ce qui lui était pas encore arrivé, voilà, ça peut vous faire monter en température, ça peut vous faire perdre les pédales. Et ça n'a pas été facile à gérer pour lui. Voilà, le club aussi avait l'institution à faire respecter, à défendre et a été dans son rôle pour le coup sur cette procédure-là. Et ensuite, voilà, il y a eu l'arrivée de Christophe Pélissier et avec la saison que l'on connaît et puis la réussite là en Ligue 2 que l'on connaît, quoi. Donc voilà pour la personne de Jean-Marc Furlan. Mais ouais, sur les anecdotes un peu marrantes. Ouais, c'est déjà pas mal, mais en fait, ouais, il y a plein de belles choses. J'ai eu de la chance d'avoir des super consultants. Il y a Lucien Denis, l'actuel, mais j'ai eu aussi Fabien Coul, Cédric Angebar, avec lesquels je me suis aussi éclaté, voilà, dans des personnalités et des genres différents. Il y a eu les 85 ans de Giroud qu'on a fêté lors d'une matinale spéciale où on a eu vraiment que du beau monde. Le souvenir impérissable, forcément, c'est la montée. La montée, mais pas que le match à Saint-Étienne. Il y a eu le match contre Amiens. C'était la dernière journée du championnat où il y a eu cette possibilité de monter peut-être directement en se demandant ce qu'allait faire Ajaccio contre Toulouse, il me semble. Je crois que c'était ça. On suivait le match qui était en même temps, où là, il y avait une ferveur incroyable. Il y avait une ambiance, une atmosphère. J'en ai la chair de poule d'en reparler parce que on sentait qu'il y avait toute une ville, tout un stade, tout un club, tout un département à l'unisson. Et c'était magique, quoi. Il y a eu les matchs avant au Havre. En Ligue 1, le match contre Lyon où la Gilia perd 1-0 et où elle gagne 2-1 dans une ambiance, je crois que ça reste à ce jour la meilleure ambiance qu'il y ait eu depuis longtemps. Et beaucoup de gens qui ont connu la période Ligue des Champions, etc., des années 90-2000, vous disent tous que là, on a senti le stade trembler et une ferveur incroyable, alors que la GIA était menée 1-0 et a tout fait pour recoller au score et finalement l'emporter 2-1. Et c'était le début, c'était le moment où on a cru que voilà, la GIA avait peut-être les moyens de se sauver, quoi. Donc voilà, ça reste tout ça, toutes ces anecdotes, les supporters toujours incroyables, qui sont passionnés, qui sont tous de bonne composition, qui vous donnent des infos, qui vous aiguillent, qui connaissent tout sur tout, les matchs de la réserve, des U17, des U19, qui sont de vraies bibles. Et c'est aussi pour eux qu'on fait ce métier-là, quoi, et qu'on tient et qu'on s'éclate, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Franchement, c'était passionnant. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir, autant que nous, à écouter ce podcast. Désolé si j'étais trop long. C'est mon gros défaut, mais voilà, c'est parfait. C'est passionnant et il y aurait tellement de choses encore à dire. Donc voilà.
On pourrait refaire 1 heure, mais on va déjà se limiter à une bonne heure et quart, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, c'est le format podcast est là pour ça. On te remercie, Nicolas. C'est justement notre but de pouvoir donner la parole très librement aux acteurs du monde du foot et de pouvoir développer en longueur pas mal de sujets. Donc, un grand merci à toi. On te retrouve donc le lundi et le vendredi à la tête de 100% JA sur France Bleu Auxerre à 18h. Avec des petits morceaux de Malick 2 de temps en temps. Effectivement, oui. D'ailleurs, on te remercie remercie le bonheur de nous accompagner. Bah oui, depuis que je suis là, on se cause. Hein. Tu te souviens, il y a eu Laurent Mazur, il y a eu toi. Et c'est un plaisir parce que vous faites un super boulot et donc j'encourage aussi tous les supporters de la JA, mais je sais qu'ils le font déjà tous, de s'abonner, de cliquer sur Malick 2 parce que voilà, il y a des bons articles, il y a une belle revue de presse qui est faite, c'est toujours sourcé et tout. Enfin voilà, c'est top. Bon, on essaie d'être au top, mais on va continuer comme ça. On n'est pas infaillible, on fait ce qu'on peut. Ouais, on fait ce qu'on peut. Mais merci beaucoup en tout cas, Nicolas. Donc le lundi et le vendredi à 18h, 100% JA sur France Bleu. Puis bien sûr les matchs, tous les matchs de la JA, domicile et à l'extérieur, en direct à vivre sur les ondes de France Bleu. Sans doute une belle fin de saison à venir, encore avec des belles émotions on espère. À la radio, sur le poste. et puis écoute, on te remercie une nouvelle fois et on te libère. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Ciao, à bientôt. Salut. À la prochaine. Encore une fois, un grand merci à Nicolas Fillon et à Fred Chambaud de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Merci Julien également d'avoir été avec moi. On retrouvera Karel à qui on fait un petit coucou pour l'animation du prochain épisode, normalement avec un invité de marque, un petit teasing, voilà, sans vous dévoiler le nom. N'hésitez pas à soutenir Malick 2 si vous avez apprécié ce podcast, à laisser 5 étoiles sur Spotify notamment, et le podcast sera aussi disponible sur YouTube. On a vraiment besoin de votre soutien pour développer notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à mettre j'aime, à commenter également et à pourquoi pas nous donner des idées de sujets, des podcasts qui vous intéresseraient pour les prochaines semaines. Comme on l'a dit, on veut mettre en avant un maximum de facettes du monde du football et de la Ligue 2 en particulier. Encore une fois, un grand merci. Toute l'actualité de la Ligue 2 à retrouver sur notre site malick2.fr et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, ciao.